bonjour à tous. Salut François, comment ça va? Bonjour Aurélien, ça va très bien, merci beaucoup. Je suis ravi de t'accueillir, vraiment. Merci à toi pour ton invitation, c'est super. Ouais, bah écoute, moi je vais me poser une question déjà. Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez nous indiquer dans le chat si tout est bon pour vous? Ouais, ok, super. Merci Vincent. Donc n'hésitez pas, on veut que ça soit le plus interactif possible. Donc n'hésitez pas à poser des questions, à partager vos expériences. Moi, je regarderai les questions, je poserai les questions à François en temps réel. Voilà, et puis on va essayer de faire le plus interactif possible. Ce webinaire sera dispo en replay pour tous les gens qui se sont inscrits et on va tenter aussi de faire un petit montage qu'on mettra sur une chaîne YouTube par la suite. Donc les intervenants aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir François Voron, le CTO de Be My Desk. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, François? Ouais, bien sûr. Alors, moi, je suis CTO de Be My Desk. J'ai un parcours de développeur et de data scientist. Et donc là, ça fait quelques temps que j'ai rejoint Be My Desk. Et nous, on propose des parcours de formation à destination des entreprises et des incubateurs pour les aider à progresser dans leur projet et sur divers sujets, communication, management, RH, etc. Voilà. Super. Du coup, je me présente aussi. Moi, je suis cofondateur de Team Builder. C'est un outil de pilotage RH. On y reviendra un petit peu plus tard. Pour la petite phrase, pour que ça reste ancré dans vos têtes, on est le Facebook et le Google Maps des entreprises. Je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Sans transition, du coup, aujourd'hui, on va s'attaquer au sujet. C'est comment améliorer la performance de son entreprise grâce au no-code. Mais qu'est-ce que c'est les no-code? À quoi ça sert? Quels sont les outils? Comment on l'utilise? Comment on commence? Et du coup, bah, François, tu vas nous expliquer tout ça. Ouais, Je te mets en grand écran et puis je te laisse nous introduire ce concept. ça marche, merci. Donc oui, effectivement, comme vous a dit Aurélien, l'objectif, c'est vraiment un peu de démystifier un peu le no-code. C'est peut-être quelque chose dont vous avez entendu parler, particulièrement si vous suivez un peu l'actualité sur LinkedIn. Et moi, aujourd'hui, ce que je voulais vous expliquer, c'était que c'est pas forcément quelque chose qui est réservé à des geeks, à des start-upers, à des gros hackers. C'est des outils qui peuvent être utiles à tous, et c'est leur objectif principal, et qui peuvent vous aider à améliorer la performance de votre entreprise. C'est vrai que ces outils no-code, ils sont souvent présentés comme étant un moyen pour des porteurs de projets ou des jeunes startups de mettre sur pied un premier prototype de leur produit, un MVP en quelque sorte, sans avoir à coder, sans avoir de développeur et aller très très vite. Mais ça peut être aussi utile pour les entreprises pour améliorer leur process interne, essayer de passer, d'arrêter avec les milliers de feuilles Excel qui sont partagées et vraiment de créer des choses qui peuvent améliorer la performance et être utiles à l'entreprise. Ouais, c'est ça. C'est que bien souvent, il y a des gens qui font des tâches dans leur job et qui se disent, ah, ce truc-là, je fais tout le temps. Une voie pour automatiser ça. Ouais, Comment je pourrais faire ça? c'est ça. Et là, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Clairement, c'est quelque chose que toi, c'est une formation du coup que tu donnes à des entrepreneurs d'habitude pour les former à créer leur boîte, à créer leur MVP, le minimal valuable product là, pour aller Ouais. sur le marché rapidement et Mhm. pour voir un petit peu s'il y a le product market fit, le fit du market avec ton produit. Et du coup, là, tu as adapté aujourd'hui pour nous cette formation pour des gens, même en entreprise, qui pourraient utiliser Ouais. ces outils pour améliorer leur performance dans leur boîte. Tout à fait, ouais, ouais, ouais. Parce que ces outils, ça s'adresse vraiment à tous et il y a vraiment des choses à faire au sein des entreprises et pour en tirer parti. D'ailleurs, ce qui arrive souvent alors peut-être moins les PME, mais les grosses boîtes souvent se lancent dans des gros projets logiciels dans le but de créer des outils internes
dans le but d'avoir un immense CRM ou un immense ERP, etc. Ouais. Et souvent, donc, ils arrivent avec un énorme cahier des charges et ils confient ça à un prestataire externe de développement qui va partir pendant des mois à développer un énorme logiciel, un énorme produit avec quelques allers-retours, etc. Ouais. Et du coup, j'ai trouvé des chiffres assez éloquents là-dessus, sur ces types de projets logiciels en entreprise. McKinsey en 2012 a fait une étude et ils ont montré que 45% de ces projets dépassaient le budget initialement prévu. Et encore pire, 56% de ces logiciels délivrent beaucoup moins de valeur que ce qui était prévu à la base. Ce qui montre en fait qu'il y a un réel décalage entre les besoins qui sont remontés par les collaborateurs sur le terrain et ce qu'on va ensuite livrer ensuite, parce que il y a un trop grand écart entre les gens qui vont utiliser le logiciel et les gens qui le font. Et c'est pourquoi le no-code peut être une solution pour remettre un peu le pouvoir dans les mains des Celui qui va se collaborateurs. servir de l'outil, quoi. C'est ça, c'est que eux-mêmes vont pouvoir se l'approprier et créer quelque chose qui correspond vraiment à ce dont ils ont besoin. Ça, c'est une belle intro. Ça donne envie, tu vois. remets au cœur de tes mains à toi le pouvoir d'automatiser ton propre job. Tout à fait. Ok. Du coup, concrètement, c'est quoi le no-code? Parce que du coup, j'en parle depuis tout à l'heure. Mais pour bien visualiser, en fait, le no-code, c'est un service, une plateforme qui va vous permettre de créer une application mobile, une plateforme web, un site web, une automatisation, sans avoir à coder, sans être développeur et sans être un informaticien. Comment? En proposant sous cette forme-là, en fait, vous voyez, là je vous présente une des plateformes phares du no-code qui s'appelle Adalo. L'objectif, c'est vraiment de vous proposer une interface logicielle, une interface simple, graphique, qui vous permettent d'agencer vous-même les éléments de votre application. Donc ça, c'est pour faire une application, ça, Adalo. C'est au même titre que Bubble, par exemple? Voilà, tout à fait, ouais, c'est comme Bubble. Voilà, c'est un exemple, mais le principe, en fait, reste toujours le même. C'est de dire, on a une interface graphique qui cache le code, simple, et c'est moi qui vais, un peu comme un PowerPoint quelque part, en beaucoup plus puissant, je vais placer mes différents éléments et puis je vais dire, quand je clique ici, il faut qu'il se passe ça, ou quand l'utilisateur remplit tel formulaire, il faut que l'information elle soit envoyée à tel endroit, etc. Donc, l'idée vraiment, c'est que ce soit très simple pour l'utilisateur, pas besoin vraiment d'être extrêmement versé dans le digital pour comprendre tout ça et d'arriver à faire des choses vraiment vraiment intéressantes. Et derrière, après, la plateforme, eux, derrière, ils ont des algorithmes en fait qui vont générer du code informatique, qui vont faire tourner votre application no code. Ouais, très clair. Alors, les avantages de ça, évidemment, déjà, c'est qu'on n'a pas besoin d'être développeur. On peut tout à fait se lancer sans rien connaître au code informatique. L'objectif, c'est vraiment de masquer tout cet aspect très technique. Et donc, du coup, de ne pas avoir besoin d'un développeur. L'autre avantage aussi, c'est qu'on va vraiment vite, beaucoup plus vite que sur un projet logiciel classique. Même si vous mettez face à un développeur logiciel extrêmement chevronné, extrêmement expérimenté, vous irez forcément plus vite avec du no-code. Pourquoi? Parce que la plupart de ces plateformes, en fait, elles intègrent tout un tas de briques de base
que ce soit par exemple gestion des données, gestion des comptes utilisateurs ou intégration d'envoi d'emails, etc. C'est tout un tas de choses, de briques comme ça qui sont vraiment prêtes à l'emploi. Ouais, c'est quand tu crées un logiciel, tu as besoin de dire, OK, à cet endroit-là, il y a ma base de données. OK, je vais la paramétrer comme ça. Ce C'est qu'on ça, appelle le setup, c'est qui ça le prend setup. quand même beaucoup, Tout à beaucoup de fait. temps. Et ce truc-là est déjà fait. Et tu me dis, bah, ces plateformes-là prennent pour toi, en fait, tout ce setup, ils automatisent un petit peu ce setup, et ils prennent aussi en l'hébergement. Tu me disais aussi, quand Ouais. on a préparé ce webinaire, on a discuté un petit peu, et je pensais que ce truc-là était assez intéressant parce que il y a pas de surcoût dans le sens où, ouais, mais si je monte en charge, si j'ai pas mal d'utilisateurs, si je veux rajouter ça, comment je fais au niveau du stockage, etc. Et du coup, c'est des formules, on va dire, un peu comme des abonnements, c'est ça? Et ils sont à peu près tous sur la même business model, non? Voilà, ils sont à peu près tous sur le même business model. Donc, on est vraiment sur ce qu'on appelle du SaaS, hein, du software as a service. Donc, tout est hébergé de leur côté. Et donc, on s'abonne à ces plateformes-là. Et donc, cet abonnement, il comprend à la fois l'interface de construction de l'application, donc que je montrais juste avant, et Ouais. également l'hébergement et l'exécution de votre application sur leur propre serveur. Et ça, c'est aussi un gros avantage et un gros gain de temps, c'est que on n'a pas à se soucier de il faut que je prenne un serveur chez OVH, chez Amazon, et puis après il faut que je déploie mon application. Ah ouais, et puis alors oh là là, ce soir on passe dans Capital, mon serveur il va pas tenir, qu'est-ce que je fais quoi? Là, Mmh. vous n'avez pas à vous en soucier. Vous leur payez un abonnement et c'est à eux de s'assurer que votre application elle fonctionne, que il n'y a pas de crash, qu'il n'y a pas de downtime, et que effectivement le jour où il y a un pic de charge, bah, c'est à eux de s'assurer que ça tient le coup, quoi. Le downtime, c'est? Le downtime, c'est par exemple si votre serveur il tombe parce que OVH il est en feu, quoi. Donc voilà. Ce qui est malheureusement arrivé. Donc voilà, c'est malheureusement arrivé. Donc ces plateformes-là, leur métier, c'est de faire en sorte que votre application, elle continue à fonctionner, quoi qu'il arrive. Alors, C'est ça qu'on appelle les recovery plans? ouais. Alors après, d'une plateforme à l'autre, on n'aura pas forcément tous les détails de comment ils gèrent derrière, mais ça fait partie de leurs promesses. En fonction Ok. du coût de l'abonnement, je pense qu'il y a aussi on va avoir des contrats de SLA, c'est-à-dire ils vont s'engager sur une certaine disponibilité de votre application. Donc voilà. Donc c'est vraiment tout en un. En gros, en quelques minutes, on peut avoir une petite page web. C'est parti en 5 minutes, quoi. On s'inscrit sur leur plateforme, on crée sa nouvelle application, on clique sur déployer, et puis ça y est, on est en ligne, quoi. Alors depuis Donc, tout à l'heure, on parle d'application, mais ça inclut aussi, et ce qu'on va voir après, ça inclue aussi toutes les solutions d'automatisation, d'envoi de ouais, messages automatiques, de base de données. En gros, quand toi tu parles d'application, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de choses, quoi. ouais, c'est Parce que vrai que c'est pas une application mobile ou ce genre de choses. Il y a plein de systèmes no-code qui te permettent de faire oui. plein de choses, dont des applications mobiles, mais pas que. Oui, Du c'est coup, vrai que j'ai petite déformation professionnelle, navré. C'est vrai que quand je parle d'application, je parle pas uniquement des applications mobiles. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu tendance à penser application mobile sur son iPhone, mais ça comprend aussi tous les services qu'on utilise sur Internet, hein, Livestorm, là où on est aujourd'hui, LinkedIn, etc. On peut considérer que c'est des applications. Et comme ouais. tu disais aussi, les automatisations, c'est aussi des applications. C'est en gros le produit ou le service que je construis avec l'outil no-code, quoi. Voilà. Mm. Et vas-y, je te laisse poursuivre du coup. Ouais, pas de problème. Euh, du coup, je voulais quand même
mettre un petit peu quelques petits bémols parce que sinon ce serait trop magique et je pense que le métier de développeur serait sérieusement menacé. Mais effectivement, tout n'est pas rose dans l'univers du no-code. Le premier problème, c'est que on est quand même limité par les possibilités qui sont offertes par la plateforme. Si vous avez une logique un peu complexe à intégrer dans votre application et que c'est pas prévu dans l'interface, parce que l'interface, elle prévoit les cas les plus courants, les plus usuels, mais vous voulez vraiment un truc très, très, très spécifique et c'est pas possible de le faire dans l'interface, bah là, malheureusement, il y aura pas trop de possibilités de le faire. Néanmoins, la plupart des applications ou plateformes, ça répond quand même la plupart du temps à des cas qui sont extrêmement courants. On va être sur des formulaires pour insérer de la donnée ou des pages pour visionner cette donnée, la remettre en forme. Donc, j'ai envie de dire que, allez, 90% des fonctionnalités d'une application est faisable avec les outils no-code actuels. Pour les 10% restants, alors il y a soit c'est juste pas possible et puis on se dit tant pis, on se passe de cette fonctionnalité. Ouais. Ou alors, ce qui peut se passer aussi, c'est que ces plateformes no-code, il y en a beaucoup qui proposent en fait d'étendre via un système d'extension les possibilités qui sont offertes. Faire tu demandes en fait du développement personnalisé à partir de ça? C'est Donc c'est ça. une facture en plus, quoi. En fait, alors ce sera pas eux qui vont le faire directement, mais ça peut être des développeurs qui sont certifiés pour leur plateforme ou qui ont les compétences pour faire ça, qui savent en fait comment créer des modules pour Bubble ou pour Adalo et qui vont venir s'intégrer après dans votre projet. On va vous faire une liste des outils. Après, vous allez retrouver la liste de tous les outils. Vous inquiétez pas. Là, on vous sort des noms, mais vous pourrez Ouais. conserver vraiment tous les outils. J'ai une question de Younes qui dit: est-ce que c'est possible d'avoir un exemple concret de ce que les plateformes ne peuvent pas faire? Alors, j'imagine que c'est différent en fonction des différentes plateformes parce chaque fournisseur de services n'a pas les mêmes limites, quoi. Oui, bien sûr. Typiquement, qu'est-ce que va pas pouvoir faire une plateforme no-code si vous avez, par exemple, un traitement par intelligence artificielle, ça, vous n'aurez pas de base. Le machine learning. Entraîner ton Par exemple, un machine learning, il faudra forcément passer par un service externe qu'il faudra ensuite intégrer à votre projet. Ça, par exemple, il n'y aura pas. Pareil aussi, si vous avez un algorithme extrêmement complexe où il faut que telle et telle condition soit réunie. Enfin, si vraiment t'as un workflow extrêmement complexe, c'est possible que ce soit ou très difficile à faire ou pas possible. Mais voilà, les limites, c'est qu'on est sur des actions somme toute basiques. Alors là, on parle encore pour les applications, mais je veux dire même pour faire des intégrations. Est-ce que par exemple, si je veux voilà, je repars sur une solution. Si je veux par exemple insérer une visio dans l'outil, ça je vais faire une intégration, je sais pas, une intégration Zoom, une intégration Google Meet, tout ce genre de choses. Est-ce que ça, c'est des trucs qui sont possibles à l'heure actuelle? Alors ça va beaucoup dépendre, par exemple, de la plateforme que tu veux intégrer. Typiquement, Google Meet, il propose pas d'intégration, tu peux pas intégrer un Google Meet. Mais Zoom, ouais. Zoom, par contre, oui. Mais là, il faudra plutôt aller voir du côté de Zoom ce qu'ils proposent et peut-être qu'ils proposent en fait que eux-mêmes ils ont développé leur module pour Bubble et que à ce moment-là,
en fait, c'est en 2 clics, on installe le plugin Bubble et ça se met dans ton projet. Mais c'est vraiment une tendance, quoi. Là, on en est, alors, on est au début de la courbe de monter en performance et en compétence sur ces systèmes de no-code. C'est que l'idée, c'est vraiment d'automatiser, de rendre accessible au plus grand nombre des solutions logicielles qui jusqu'alors étaient réservées à une élite, à des développeurs confirmés, full stack, ou alors une équipe de développeurs qui maîtrisent toutes les technologies. Et que là, aujourd'hui, typiquement, demain, tu vas pouvoir un petit peu construire ta solution et aller la tester rapidement sur le marché. Ouais, Moi, j'ai juste une petite question en fonction des limites là qu'a soulevé Younes. C'est est-ce que c'est vrai que on peut se servir du no-code sans vraiment rien connaître en informatique, ou quand même il faut avoir des bases? Alors, sans rien connaître en informatique, j'ai envie de dire quand même, ça aide. Ça aide d'avoir des bases, de savoir un petit peu comment fonctionnent les données, comment on crée des données, comment on structure des données. Donc, c'est vrai que quelqu'un qui est vraiment très novice dans le digital, il risque effectivement d'être un petit peu perdu quand il arrive sur ces plateformes, parce que évidemment l'interface souvent elle est très bien faite, mais il y a quand même on va Des dire concepts? des concepts voilà qui ressortent en fait, qui viennent vraiment de l'informatique. Donc quelqu'un qui serait vraiment très novice serait peut-être un peu vite perdu. Il y a de la Après, formation là-dessus ou pas? alors, il y a pas mal de formations qui se sont lancées là-dessus, effectivement. Déjà, même rien que sur Internet, on va trouver beaucoup de tutoriels Ouais, des pour tutos se YouTube. lancer. Et je pense que si si on se sent pas très à l'aise pour démarrer sans rien, ça peut être une bonne chose. Parce que ça va permettre de mettre le pied à l'étrier, de comprendre assez rapidement les concepts de base, et pas être tout de suite apeuré par la complexité de la plateforme ou pas savoir par quel bout le prendre. Le risque, en fait, c'est d'arriver là, de se dire, oulala, c'est trop compliqué, c'est pas pour moi, et puis de laisser tomber. Je pense que un, un petit coup de pouce au début, juste pour bien fixer les concepts de base, ça suffit pour en fait bien comprendre ce qu'on attend. Et après, l'idéal, et j'ai envie de dire, c'est à peu près le cas pour tout outil informatique, c'est tâtonner, expérimenter, essayer des choses, pas avoir peur de casser des choses. Il faut essayer et voir ce que ça fait. Ok. Et c'est comme ça que vraiment on progresse. Si on a vraiment envie de faire un truc, de toute façon, j'imagine il faut de la passion derrière et puis si tu as envie de faire quelque chose, tu vas aller apprendre. Aujourd'hui, tout est disponible sur Internet, Bien quoi. sûr. Donc vraiment, Et Google est ton ami. Fais une petite recherche Google, regarde s'il y a une petite vidéo dessus. À la limite, il y a forcément quelqu'un qui a écrit un papier dessus. Ça va être un petit peu plus complexe. Attends quelques mois, il y aura une vidéo. voilà, c'est ça. Et en plus, dans le cas du no-code, ce qui est vraiment cool, c'est que on voit les résultats hyper rapidement, quoi. C'est pas comme si demain on se dit bah je vais me lancer dans le développement informatique. Au bout de 8 jours d'heures de vidéos passées, on va peut-être être un peu frustré parce qu'on va se dire ah, attends, mais j'arrive pas à faire grand chose quand même, hein, c'est compliqué quoi. Alors que là, avec le no-code, en quelques vidéos, en quelques heures, on arrive déjà à avoir son application mobile. Donc ça, c'est génial et c'est hyper gratifiant. On se dit putain, je suis trop fort quoi. Donc voilà. C'est ça qu'on veut, c'est l'accomplissement de quelque chose, quoi. On veut que ça tourne, on veut que ça fonctionne au fur et à mesure. Et il y a du rendu directement. Ouais, bah, je te laisse avancer, je te laisse poursuivre, hein, parce que je t'interromps, mais c'est Non, des mais questions que je me pose et à il y a mon pas de avis souci. que des gens aussi se posent. Donc, si ça te dérange pas, je t'interromprai au fur et à mesure. Et puis là, je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de taper des Ah, questions. Donc, ok, on te laisse poursuivre et puis je me ferai l'intermédiaire. ça marche. Je voulais juste terminer sur le dernier inconvénient parce que il est quand même pas des moindres. C'est que une fois qu'on est parti avec une plateforme no code,
on est un peu lié à elle et on est un petit peu coincé. C'est ce qu'on appelle dans le jargon le vendor lock-in. C'est-à-dire que vous allez créer votre projet sur la plateforme NoCode et donc ça va bien marcher, ça va bien démarrer. Puis peut-être qu'au bout de quelques mois ou années, vous vous dites, bon, c'est bien, mais maintenant ça suffit plus, il faudrait qu'on crée un véritable projet avec une vraie équipe de développeurs derrière. Et ben là, le problème, c'est que vous n'allez pas pouvoir dire, ok, je télécharge tout ce que j'ai fait sur ma plateforme NoCode, et puis je vais la donner à mes développeurs, ça va leur servir de base pour démarrer, quoi. Non. Okay. Ça, le problème, c'est que la plupart des plateformes NoCode ne donnent pas accès au code source qui a été généré. Vous allez pouvoir récupérer vos données, heureusement, vos données utilisateurs, vos données métiers, etc. Mais tout ce que vous avez construit, toute la logique du projet, toute l'interface, ça, par contre, ce sera perdu. Okay. Donc, c'est quelque chose à bien avoir en tête, de se dire que si un jour on veut basculer sur un projet logiciel traditionnel, il faudra vraiment repartir de zéro. C'est pas de la copie, quoi. C'est pas on fait CTRL-C, CTRL-V dans notre IDE. Non, là, pour le coup, il y aura un vrai travail. Après, c'est pas forcément obligé. Il y aura pas mal de projets qui vont se dire, écoutez, moi, la plateforme NoCode, ça fonctionne, ça suffit à mon besoin, j'ai pas besoin de changer. Et ça peut durer très longtemps comme ça. Donc, voilà. Mais c'est quelque chose quand même qu'il faut avoir en tête avant de démarrer. Et c'est bien de le noter. J'espère que vous avez bien retenu. Du coup, la question, elle est arrivée ou pas? J'ai pas. Non, ça a commencé à taper. Après, on a des Google est mon ami. Donc ça a plu à Agnès apparemment. Bonjour Agnès. Google toujours, hein. Solution numéro 1. Ah, c'est clair, on est d'accord. Alors du coup, je vais faire un peu la petite liste des outils no-code parmi les plus connus. Moi, j'aime bien les classer en 3 catégories. La première catégorie, c'est ce que j'appelle les site builders, les constructeurs de sites. Ça va être des outils qui vont être davantage dédiés à la création de sites web, de sites vitrines, de présentation de votre entreprise, d'un projet, d'une journée team building, pourquoi pas. Donc là, on a Webflow qui est le plus connu, le plus puissant, Wix, son principal concurrent, et Umso qui est lui très orienté landing page pour petites startups. Si vous avez un petit side project rapide à lancer, allez voir Umso, c'est vraiment génial. Donc là, on est vraiment sur un objectif de présence sur le web, de site web. On a toute une interface qui va permettre d'agencer son site web, de mettre ses images, ses textes, de gérer les petites couleurs par-ci, les petites visions par-là, une colonne par-ci, j'intègre ma vidéo YouTube, etc. Vraiment sur du site vitrine. Donc là, on est un peu au-delà de le plus connu actuellement, c'est WordPress en outil pour créer son site web. Donc, on est un peu dans cette veine-là. La différence, c'est que ces outils-là, ils viennent avec les avantages du no-code, c'est-à-dire qu'ils sont déjà hébergés, contrairement à un WordPress où il faut avoir son propre serveur à côté et gérer l'installation de son WordPress. Là, ils viennent tout héberger avec des mises à jour automatiques et régulières et avec tout un tas de fonctionnalités déjà toutes prêtes. Et avec un rendu qui est hyper propre. Hein. Si vous avez des sites faits sur Webflow, c'est incroyable. Ouais, voilà. Alors moi j'ai une question et puis en plus ça rebondit avec ce qui est dit dans les commentaires. Quelle est la différence entre les trois là, Webflow, Wix, Umso? Est-ce que ils sont spécialisés sur par exemple, je sais pas, si tu veux faire un site e-commerce, tu vas plutôt sur Wix. Si tu veux faire un site d'application, tu vas plutôt sur Umso. Alors, qu'est-ce que et je veux dire, quelle est la différence entre les trois, la grande différence entre les trois, et pourquoi tu as sélectionné ces trois-là? Alors, pourquoi j'ai sélectionné ces trois-là? Parce que simplement, c'est ceux dont on entend le plus parler dans cette catégorie-là. C'est vraiment les plus connus.
Au niveau des fonctionnalités, je dirais que Webflow et Wix sont relativement similaires. Ils sont vraiment très proches. Ils ont tous les deux un module de gestion de site e-commerce qui est relativement basique. Après, dans le cas d'un site e-commerce, je conseillerais plutôt un autre outil qui s'appelle Shopify, que personnellement, j'ai pas trop envie de classer dans la catégorie du no-code, mais qui pour le coup est vraiment dédié à la création de sites e-commerce. Donc, si vous voulez faire un site e-commerce, allez voir Shopify. Là, ils sont vraiment dédiés e-commerce, ils savent faire ça, c'est leur métier. Est-ce que ces choses-là, là, les Webflow, Wix, MSO, c'est des choses qui sont connectables avec d'autres solutions pour aller traquer, observer comment les gens, on va dire, est-ce qu'ils embarquent des technologies de tracking d'utilisateurs? Typiquement, ils vont aller plus cliquer ici, ils vont plus cliquer là, et comme ça permet d'itérer et de dire bon, bah, en fait, ma proposition de valeur ou cette page-là ou cette fonctionnalité, en fait, les gens, ils s'en fichent. Je vais la tester, je vais voir ce qui fonctionne d'autre. Je vais tester ça cette semaine et voir un peu comme un Google Analytics. Est-ce qu'ils embarquent des fonctions comme ça? Alors, ils embarquent ces fonctionnalités-là, mais de manière très basique. Le principal intérêt, en fait, et ils le permettent tous, c'est qu'ils ont tous la possibilité d'intégrer un code Google Analytics et tout un tas d'outils de tracking classiques. Donc, il suffit souvent de copier-coller le bout de code au bon endroit. Il y a une interface prévue qui s'appelle souvent intégration ou script personnalisé. On va dans son Google Analytics de manière très classique, on va récupérer son code de suivi et on va le coller dans son interface Webflow ou WMSO. Et à partir de ce moment-là, il va intégrer le script et on va avoir les analytics classiques dans Google Analytics. De la même manière, si on veut avoir son Facebook Pixel pour avoir… Facebook Pixel, tu peux expliquer ce que c'est? Ouais, le Facebook Pixel, en fait, c'est quelque chose de très utilisé parce que en fait, ça permet d'analyser le trafic qui vient sur votre site et de renvoyer ces informations à Facebook. L'intérêt de Facebook, c'est que comme vous êtes très probablement connecté sur votre fonction Facebook dans votre navigateur, ça permet en fait, lui, de faire le lien entre vous et les sites que vous visitez. Et derrière, quel est l'intérêt pour les créateurs de sites, de business? C'est qu'ils peuvent dire, dans l'interface de création de publicité Facebook, hein, c'est le nerf de la guerre, la pub, de dire, ben voilà, je veux afficher de la pub à tous ceux qui sont venus sur mon site pour faire ce qu'on appelle le retargeting, c'est-à-dire tous ceux qui sont venus sur mon site, c'est peut-être qu'ils étaient intéressés. Du coup, je vais leur réafficher une pub pour les rappeler à mon bon souvenir et peut-être que ça va les inciter à revenir et à passer à l'achat. Et encore plus fort, on peut faire aussi ce que Facebook appelle des audiences lookalike, c'est-à-dire similaires, audiences similaires. C'est-à-dire, je lui dis, OK, maintenant, tu connais l'audience qui vient sur mon site. J'ai envie que tu affiches de la publicité à des gens qui ont des centres d'intérêt similaires ou des caractéristiques similaires. C'est extrêmement puissant. Ouais, clairement. C'est des gens qui n'ont pas conscience de ton business, de ton site, et qui pourtant vont être très probablement intéressés par ton service parce qu'ils ressemblent à des gens qui l'ont été. Et c'est là où on voit la puissance de Facebook et de leur capacité à vraiment profiler les gens sur leur plateforme et à vraiment targeter la pub de manière extrêmement précise. Ok, alors pour résumer, ces outils no-code là, donc tu crées, tu as tes templates, enfin tes modèles pour créer tes pages web, personnaliser tes pages web, faire un petit peu de workflow, j'imagine, pour aller récupérer du mail, du truc, machin, newsletter, etc., faire peut-être des pages de connexion à droite et à gauche. Ensuite, ce que tu mets en place, c'est des intégrations avec des outils qui vont aller te permettre d'aller récupérer, on va dire, de l'information sur comment naviguent tes utilisateurs sur ton site web. Et puis le pixel Facebook, là dont tu me parles, c'est quelque chose qui fait le lien avec Facebook et qui va aller chercher une audience qui est similaire à celle qui a déjà visité mon site
Voilà. qui étaient intéressés par mon message. Et donc, du coup, ça permet sur Facebook à lancer des campagnes de publicité avec des gens qui sont similaires à ceux qui ont déjà visité mon site. C'est ça, ouais. De toute façon, la plupart de ces outils de tracking, l'objectif, la plupart du temps, c'est ensuite de faire des campagnes publicitaires. Okay. LinkedIn a un système similaire, Google en a un aussi. Donc, assez rapidement, on peut avoir beaucoup de trackers sur son site. Et c'est aussi un pixel LinkedIn aussi. Ouais. Ok. Même et combien ça coûte, du coup, ces outils-là? Comment? Combien ça coûte? Alors, combien ça coûte? Webflow, Wix, Umso, ils vont avoir plusieurs abonnements en fonction des fonctionnalités, mais souvent ça démarre autour de 30 ou 50 € par mois, quelque chose comme ça. Pour héberger ton site et pour le créer. Alors là, ouais, avec cet abonnement-là, tu as l'outil de création du site et l'hébergement compris, hein. D'accord. Et donc, du coup, si tu touches plus ton site après, que tu le crées, ça te coûte 30 € par mois. Et ensuite, quand tu le touches plus ton site, ça te coûte quand même 30 € par mois. Ça te coûte 30 €. C'est vraiment un service par abonnement, parce que eux, en fait, ils considèrent que ils vous offrent non pas une prestation unique, mais un service sur le long terme. C'est pour ça que l'hébergement est compris, en fait. C'est ce qui leur permet de vous garder. Ils vous créent votre site et ils vous l'hébergent. Ouais. Donc voilà, c'est sous forme d'abonnement. Et puis si un jour vous arrêtez de payer, votre site il est plus en ligne. Voilà. Ok. Donc ça, c'était les sites builders. Ok, très clair. Et j'ai une question là de Younes qui dit, est-ce qu'on peut intégrer un parcours utilisateur interface dans une application déjà existante faite en code? Avec un outil no-code, non. Du moins pas à ma connaissance. Je pense pas qu'on puisse intégrer quelque chose de déjà existant, intégrer quelque chose fait en no-code dans une application déjà existante. Ça me paraît compliqué. En gros, l'histoire, c'est que tu commences en no-code, tu finis en no-code, quoi. Ouais. Et si tu veux passer en vrai code, tu recommences tout depuis le début. Ouais. Faut que tu utilises soit le no-code comme quelque chose pour vraiment tester quelque chose qui fonctionne, automatiser une tâche déjà directe. Mais si tu veux aller plus loin et avoir plus de main sur les paramétrages, les fonctionnalités, il faut passer sur du vrai développement, quoi. Voilà. Sachant après que, comme on disait tout à l'heure, hein, les limites, elles sont quand même assez hautes, hein. Je pense que il y a moyen d'avoir un produit quand même assez abouti et viable, rien qu'avec du no-code, hein. Mais justement, on va y revenir, mais il y a des boîtes qui sont faites que en no-code. Ouais, il y a des boîtes qui sont faites que en no-code. Le premier exemple qui me vient, c'est Germinal. Si vous suivez l'actualité sur LinkedIn, vous avez forcément vu passer les posts du CEO de cette boîte qui s'appelle Grégoire Gambato. Ouais. Le mania de LinkedIn. Voilà, c'est ça. Et eux, à la base, ils venaient de l'univers du gros hacking. Ils faisaient de l'agence de gros hacking, prestat de service. Et pendant la pandémie, ils ont basculé vers un modèle de formation en ligne autour justement des sujets du gros hacking. Et ils ont créé toute leur plateforme d'apprentissage, leur site, leur parcours utilisateur. Et leur plateforme d'apprentissage uniquement avec du no-code sans avoir un seul développeur. Pour la petite histoire, leur interface utilisateur, c'est du Webflow. Et derrière, ils utilisent un outil de e-learning qui s'appelle Thinkific. Et ils ont construit ce business sans avoir un seul développeur. Et j'ai regardé l'autre jour les posts de Grégoire, justement. En janvier, il disait que sur cette activité e-learning, il faisait 300 000 € de chiffre d'affaires sur janvier 2021. Donc voilà, c'est quand même pas négligeable, et ça prouve que une boîte peut vraiment se construire sur du no-code
Bah, tu peux diversifier ton activité, tu peux créer une activité, effectivement, ouais, avec de l'outil no code. Et puis déjà, mais bon, eux, ils ont surfé un peu sur notre notoriété. Mais quand tu me parles de Thinkific, c'est intéressant parce que ça, c'est vraiment, c'est spécialisé pour les formateurs, non? C'est Ouais, vraiment, si tu veux créer ta plateforme de learning, avec tes cours, avec tes prises de rendez-vous, etc., etc. mm, C'est vraiment fait pour, quoi. C'est fait pour les formateurs, ce truc-là. ouais, tout à fait. Ouais. Ok. C'est pour mettre voilà ces vidéos, des petits quiz, à la fin avoir un petit certificat. C'est très orienté formation. Hmm. Et du coup, le prochain topic, c'est quoi alors? Alors le prochain topic, donc du coup, c'est la deuxième catégorie des outils no-code que moi j'appelle les app builders. Alors c'est vraiment, là on est vraiment dans le cœur du sujet. C'est ce qui va vous permettre de créer des applications mobiles ou des plateformes web. Donc là on a Adalo et Bubble dont on a déjà beaucoup parlé. Hmm. Bubble qui est vraiment le leader sur le marché. C'est la plateforme la plus complexe, c'est la plateforme qui permet de faire le plus de choses. Vraiment d'avoir des plateformes extrêmement complexes avec des process métiers. Donc, c'est peut-être aussi celle qui est la plus difficile à prendre en main, mais elle permet vraiment de faire pas mal de choses. Ok. Et le troisième que je mets aussi, qui est intéressant, que j'aime bien, dont j'aime bien parler, c'est Glide. Glide, lui, il est intéressant parce que ça permet de faire une application dont les données sont sur une Google Sheet, tout simplement. En fait, on Ah ouais, a c'est créer une app à partir d'un Google Sheet, une c'est file. ça. Ouais. Donc là, Ok. c'est vraiment intéressant et particulièrement pour les entreprises qui travaillent beaucoup Sur avec des feuilles des type feuilles Excel Excel. ou Google Sheet, voilà. Ouais. Donc, grâce à ça, en fait, on peut mettre en avant ces données, mieux structurer ces données à travers une application mobile de manière assez simple et assez ludique, ce qui peut permettre, en fait, vraiment, sans changer trop les habitudes, mais d'avoir une véritable interface pour pouvoir interagir avec ces données et toujours quand même les avoir derrière dans une feuille Google Sheet. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Il y en a un autre dont j'ai pas mis le logo ici qui s'appelle AppSheet, qui est exactement le même principe et qui a été d'ailleurs racheté par Google récemment. Le principe est exactement le même. C'est on fait une application mobile à partir d'une Google Sheet. Donc ça, c'est assez sympa. Et je pense que si on démarre dans le no-code, ça peut être une bonne porte d'entrée. Parce que bah, on sait tous à peu près se servir d'une feuille Google Sheet. Et c'est assez simple après de comprendre bah, comment on va utiliser les données pour les mettre dans une application, faire des petits graphiques, des petits tableaux et des petits formulaires pour ajouter des lignes. Ouais, dans les prix là, on est sur du 5 euros, 5 dollars par utilisateur par mois, Ouais. dans les features basiques. Donc vraiment, enfin, le Google Sheet, c'est Excel, hein. Oui, oui, oui. Google, En Google plus, Docs, c'est Word, Google Slide, c'est PowerPoint, voilà. Et du coup, il y a un équivalent à chaque fois. Alors déjà les outils de travail collaboratif de Google Workspace sont vraiment oui, très utiles parce que on peut construire des choses vraiment en temps réel avec plein de gens. Vous mettez en visio et puis c'est votre tableau de bord. Vous pouvez partager des documents très facilement avec vos équipes et vos collaborateurs. Et du coup, ça, ce que tu dis, c'est que ces plateformes-là, elles partent de ton doc Google et que ensuite tu crées ton dashboard en fait quoi. ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc, c'est hyper simple à appréhender, à prendre en main, parce que la partie donnée, souvent, c'est un petit peu le point un petit peu complexe parce que on n'a pas forcément les, euh, les bons concepts et les bonnes réflexions pour se dire comment je veux structurer ma donnée dans une base de données. Là, en Mmh. passant par une simple feuille de calcul,
Tout le monde sait comment mettre des données dans une feuille de calcul. C'est des lignes, des colonnes, c'est ultra simple. Donc c'est une bonne entrée en matière. Il y a Laura qui demande Bubble, enfin le prix de ces différents outils. Donc, alors, je vais essayer de le chercher si jamais. Tu les connais pas? Alors de tête non, mais je veux bien que tu. Bubble, le pricing, c'est donc tu as une version free, tu as une version à 25 $ par mois, une version à 115 $ en professionnel, et une version à 475 $ par mois en production. Voilà. C'est quoi la différence? C'est que du coup, tu as Core Platform plus API, Custom Domain, Email Support, machin, ok, 3 units of server capacity, ok, d'accord. Donc en gros, tu as une version free qui te permet de Souvent, faire alors sur ces plateformes, ouais, la version free, c'est vraiment dans le but de tester. Mais après, on est très limité après quand on veut la déployer. Vous voyez là dans le premier plan à 25 $, on parle de custom domain. Ça veut dire que en fait, si on veut avoir son application sous son propre nom de domaine, c'est-à-dire monapplication.bemydesk.com, il faut vraiment payer, sinon on va avoir un lien un peu moche en mode 8.4 DDD 8 machin.bubble.io quoi, en gros. Et on voit pour Wix, quand tu avais ton site, t'as pas ton identité, quoi. Ouais, c'est ça en fait. On n'a pas son propre lien, on n'a pas sa propre identité et ça fait pas très fini, ça fait pas très professionnel quoi. C'est pour ça que souvent c'est la fonctionnalité phare sur le premier plan payant. Clairement. Ok. Du coup, Adalo Bubble Glide et l'autre que tu avais donné tout à l'heure, c'était AppSheet. AppSheet. Ouais. Ok. Ouais, c'est celui-là, là, AppSheet. Intelligent No Code Platform. Ok, très bien. Donc ça, c'est vraiment, ça peut être utilisé par déjà des gens qui sont en entreprise et des entrepreneurs aussi, quoi. Ah oui, complètement. Et vous verrez, enfin, vous pouvez essayer même depuis une simple feuille Google Sheet. Maintenant qu'ils ont racheté cet outil-là, Google, il y a un menu directement depuis Google Sheet pour créer une application à partir de la feuille courante. Donc on peut vraiment se lancer en 2 minutes, quoi. Tu le trouves. Ok, d'accord. Très bien, très clair. Bah, j'irai regarder. Moi, je t'avoue que je savais même pas, c'est pour ça. Donc, j'irai regarder. Trop cool. Et enfin, dernière catégorie d'outils, alors qui est un petit peu à part, mais qui a son importance aussi, je pense. C'est ce que j'appelle les outils d'automatisation. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Zapier. C'est ce qui va permettre en fait de créer des workflows un peu intéressants entre plusieurs services. L'objectif, ça va être de dire, quand je reçois un email de tel expéditeur ou qui a tel sujet, je veux créer une fiche dans mon CRM, par exemple. Tout un tas d'actions qui sont un peu répétitives, que vous faites au quotidien, qui ont très peu de valeur ajoutée, ces outils peuvent vous aider à les automatiser et à vous concentrer vraiment sur l'essentiel. Donc Zapier est vraiment très bien fait, très facile à prendre en main, c'est assez simple. On a 2 blocs. Un bloc, c'est le déclencheur. Qu'est-ce qui va déclencher mon workflow? Et ensuite une action. Qu'est-ce que je fais en réponse à cette action? Et donc Zapier intègre de base énormément de services courants qui sont utilisés par tous au quotidien. Ça peut être Gmail, ça peut être, on en parlait, Google Sheet, mais ça peut être Trello, même des pages Facebook. Enfin, il y a vraiment énormément de services, des CRM, vraiment plein de choses qui permettent de faire vraiment des workflows intéressants et qui sont très proche de ce que vous faites au quotidien et de ce dont vous avez besoin. Tu as un exemple de workflow qui est très simple à mettre en place et qui est très pratique et qui fait gagner. Et on peut s'imaginer que ça fait gagner du temps déjà direct. Ouais, moi un workflow que j'aime bien généralement, c'est sur mon site vitrine, j'ai un formulaire par exemple pour
pour une prise de contact ou une demande de rendez-vous, une demande d'information. Donc, je fais ça avec un simple formulaire Google ou Typeform, équivalent. Derrière, ensuite, quand quelqu'un a rempli le formulaire, automatiquement, ça va aller ajouter une nouvelle fiche dans mon CRM. Comme ça, je sais automatiquement que j'ai un nouveau lead dans mon CRM qui est à traiter. Et du coup, je le perds pas et je peux le faire rentrer dans mon processus commercial hyper simplement, en fait. Et j'ai pas eu à dire, j'ai reçu par mail la notification comme quoi j'avais eu une nouvelle réponse à mon formulaire. OK. Je prends, je copie-colle le mail, je copie-colle son message dans mon CRM, machin. Ça, c'est un coup ou à l'oublier, à se prendre tous les matins 15 minutes pour traiter tous les formulaires qu'il y a eu dans la nuit. Enfin, c'est une vraie perte de temps, quoi. Et puis c'est les gens qui sont en production. Alors typiquement, moi j'avais vu un workflow qui était intéressant. Tu me dis si c'est possible ou pas. C'est quand tu reçois un mail, tu peux prendre la pièce jointe, l'uploader sur un drive particulier, la stocker quelque part, t'envoyer une notif sur un autre outil que tu utilises pour te dire, hey, t'as reçu machin et c'est bon, la pièce elle est bien téléchargée dans ce dossier pour confirmation du truc. Et puis ensuite, après, tu vas en fait extraire la donnée qui est intéressante dans ton mail. Si tu reçois, si tu fais, on va dire, si tu reçois beaucoup de mails qui sont du même type, on va dire, quand tu es dans la production, ce genre de choses, même si tu utilises un outil où tu fais un petit peu tout le temps la même chose, ce genre d'outil te permet de simplifier la tâche et d'automatiser des trucs qui, en fait, ça t'automatise les CTRL-C, CTRL-V, quoi. Ouais. Le copier-coller avec ça, tu n'en as plus. Donc, du coup, tu n'es pas obligé de naviguer entre les fenêtres, les trucs, les machins. Tu te dis, OK, de quel outil ça part, dans quel outil ça va, tu connectes les deux et tu te dis, bah voilà, c'est ça que je vais chercher avec ça. Et ensuite, ça se fait automatiquement. Et ça, c'est quand même vraiment, vraiment très cool. Ça fait gagner des minutes, mais à la fin de la journée, ça fait des heures. À la fin de l'année, ça fait des jours. Donc, c'est quand même cool. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Le deuxième que je montre, c'est Integromat. C'est exactement le même principe. C'est celui que tu montres là. Il est un petit peu plus complexe que Zapier parce qu'il permet d'aller un petit peu plus loin dans le workflow parce qu'on peut avoir différentes branches en fonction de différentes conditions. Mais il est vraiment très complet et il permet de faire plein de choses. D'ailleurs, pour toujours avoir un exemple un peu concret en entreprise, nous, on a accompagné une agence qui est spécialisée dans la création de sites e-commerce. Et en fait, eux, ils avaient une problématique qui était de répondre à certains besoins de leurs clients. Alors, on leur mettait en place leur site e-commerce, c'était bien, mais souvent, ils avaient des clients qui leur demandaient « Ah oui, mais moi, j'aimerais bien avoir, par exemple, tous les matins, dans ma boîte mail, une feuille Excel qui récapitule toutes mes ventes de la veille. » Et jusqu'à récemment, comment ils faisaient ça? Ils prenaient le temps d'un développeur pendant plusieurs heures ou peut-être plusieurs jours pour créer cette petite brique-là afin que le client il puisse avoir sa feuille Excel tous les matins. Alors, ça a rapidement posé problème parce que au bout de plusieurs mois, de plusieurs années, parce que c'est quand même des projets sur le long cours, ça a créé beaucoup de maintenance applicative parce qu'il y a plein de ces petites briques-là, plein de clients qui avaient demandé plein de petites choses comme ça. Et ça posait énormément de problèmes parce que ça prenait énormément de temps aux développeurs en maintenance, surtout venir maintenir du code qui a été fait 10 ans auparavant par un développeur qui est même plus dans la boîte, comprendre ce qu'il a fait, pourquoi il y a un bug, pourquoi ça se met à plus marcher, etc. C'est une énorme perte de temps et c'est quelque chose qui a peu de valeur ajoutée pour le type d'action qu'on leur demandait. C'était vraiment des automatisations de ce goût-là assez basiques. Ça a peu d'intérêt pour le développeur à faire. Ça a beaucoup de contraintes sur le long terme. Et c'est pourquoi, du coup, en fait, ils migrent maintenant beaucoup
de ces processus-là sur Integromat et ça leur permet en quelques minutes de mettre en place ces workflows Ouais. sans avoir à se soucier de se dire plus tard, il faudra qu'il y ait un développeur qui se penche là-dessus pour corriger les bugs ou le maintenir. Donc, c'est un vrai vecteur, les outils d'automatisation et plus généralement de no-code. On parle de transformation digitale dans les entreprises, mais je pense vraiment que c'est la nouvelle phase dans la transformation digitale, celle où en fait les collaborateurs vraiment prennent ce sujet à bras-le-corps et ont vraiment la possibilité eux-mêmes d'agir sur la transformation digitale de leur entreprise en créant leur propre projet d'automatisation, de petites applications pour améliorer le quotidien au travail, quoi. François, est-ce que tu connais le IFTTT? If Oui. this, then that. Ouais, pareil, c'est un concurrent de ces deux-là qui est dans la même veine aussi, ouais. D'accord, ok. Ok. Donc là, on a les site builders, ensuite. Ensuite, les app builders, donc Okay. vraiment là la Catalogue partie Bubble vraiment Glide. applicative et la partie automatisation. Zapier Integromat. Ok. Voilà. Et du coup, il existe aussi des outils en fonction de ton secteur d'activité. Oui. Alors, moi, j'appelle ça plutôt les services clés en main. Il y en a qui les classent dans la catégorie du no-code. Moi, je suis pas forcément à l'aise avec ça. On en parlait tout à l'heure pour le site e-commerce Ouais, Shopify. Shopify. C'est vraiment le leader sur le marché. C'est vraiment un produit hyper bien fait pour faire son site e-commerce. Pour le modèle de la marketplace, donc achat-vente entre particuliers, etc., ou location de vacances type Airbnb, on est sur ce qu'on appelle le modèle marketplace. Et là, il y a par exemple ShareTribe qui est vraiment bien, qui est dédié à cette tâche-là. Donc, tu peux créer ton Airbnb avec ShareTribe. Ouais, complètement, ouais. D'accord. Et lui aussi, on en a parlé, Thinkific, donc qui est plus dédié à la formation et à la création de formations en ligne. Okay. Donc là, c'est des produits qui sont vraiment targetés sur un business très précis, un use case très précis. Ils le font vraiment bien, c'est très complet. Mais pour moi, c'est ce qui me fait dire qu'on n'est pas tout à fait dans le no-code. Parce que pour moi, le no-code, c'est vraiment l'idée de se dire, je fais ce que moi j'ai envie de faire, je fais mon truc à moi. Que là, on est vraiment dans un cadre très précis. Je fais un site e-commerce ou je fais une marketplace, mais je peux pas faire autre chose avec. C'est pour ça que pour moi, la définition, il rentre un peu moins dans la définition du no-code. Quoi qu'il en soit, ça reste des très bons outils et des très bons services. Si on veut faire son site e-commerce, il n'y a pas à se poser de questions, on va sur Shopify. On pourrait se dire, je fais mon site e-commerce avec Bubble, par exemple. On pourrait. Mais à mon avis, ce serait un petit peu du gâchis de temps et d'argent parce que on arriverait à quelque chose qui serait fatalement moins bien que Shopify puisque c'est leur métier et ça fait des années qu'ils sont là-dessus et qu'ils travaillent là-dessus pour avoir un produit parfait. Donc, il n'y a pas vraiment de sens à vouloir créer un site e-commerce from scratch avec Bubble, quoi. Alors moi, j'ai une question de Stéphane qui dit si je veux automatiser mon process ADV, donc administration des ventes, je peux utiliser un outil no-code ou pas? Alors administration des ventes, c'est bien, on est bien d'accord, c'est gérer la bonne exécution des commandes et puis faire la facturation et le suivi des litiges, ce genre de choses. N'hésite pas à nous confirmer, Stéphane. Est-ce que toi, tu as déjà rencontré ce use case? Alors, pas vraiment, non. C'est vrai que j'avoue qu'administration des ventes, c'est pas un concept avec lequel je suis très très familier. C'est du suivi logistique. C'est suivi logistique, en gros, tu vas traiter les commandes, tu vas jusqu'à la livraison chez le client, et ensuite tu vas regarder, c'est un peu le SAV derrière, etc. Tu vois, après, je pense que tu peux le faire typiquement parce que si tu as quelqu'un qui achète ton produit, ensuite tu vas faire la facturation, donc tu peux faire un outil de facturation automatique
qui reprend des données d'un formulaire à chaque fois, et ça, tu vas pouvoir créer des factures, ensuite soumises à ta validation pour les envoyer. Si tu as des litiges ou des gens qui veulent avoir un commentaire sur ton produit, ton truc, bidule, bah, il existe ce qu'on appelle des NPS aussi. Donc, les NPS, c'est des enquêtes de satisfaction que tu peux aussi automatiser sur tes produits une fois que c'est livré, avant que c'est pour savoir si c'était long, si le produit est de bonne qualité, etc., etc. Et ça, c'est des informations qui sont importantes pour savoir où tu dois t'améliorer. Est-ce que tu dois améliorer la délivrabilité de ton produit? Est-ce que tu dois être plus rapide? Ou est-ce que tu dois améliorer la qualité de ton produit? Donc ça, c'est très important. Est-ce que tu dois aussi améliorer le système de vente? Est-ce que tu dois améliorer le SAV? Et du coup, ça, il me dit yes, si j'ai pas d'outils. S'il n'a pas d'outils, qu'est-ce qu'il peut utiliser du coup? Alors, en fait, moi, mon sentiment là par rapport à ça, ce serait de dire déjà identifier les outils existants qui permettent de répondre à un besoin de la chaîne. Par exemple, si je suis sur le traitement des commandes ou sur la brique logistique ou comme tu disais, sur la brique satisfaction client, là, on va avoir des services qui sont dédiés à OK, je gère de la logistique ou je gère la satisfaction client. Et ensuite, une fois qu'on a réussi à configurer chacune de ces briques, là, tout l'enjeu, ça va être de les faire communiquer entre elles. Et là, à ce moment-là, c'est là où les Zapier et Integromat vont prendre tout leur sens. C'est qu'on va pouvoir dire, ben OK, une fois que ma commande est passée, je vais pouvoir envoyer une commande à mon logisticien. Et une fois que mon logisticien m'indique que la commande a été livrée, hop, j'envoie automatiquement l'enquête de satisfaction derrière. Là, en fait, je pense qu'il y a un vrai enjeu de vraiment déjà équiper chacune des briques de la chaîne. Et ensuite, grâce à ces outils-là, on va pouvoir les intégrer entre elles. Est-ce que, alors là, je suis en train de regarder en même temps, là, en temps réel, pour notre ami Stéphane, des outils, par exemple, de NPS là, pour mesurer ta satisfaction client, l'administration des ventes et tout. Il y a des choses qui existent, c'est Qualtrics. Et après, derrière, attends, je vais regarder si Zapier prend Qualtrics. Tu vas sur le site de Zapier. Et ensuite, tu as une barre de recherche pour savoir si cette solution-là est on va dire, compatible Zapier. C'est-à-dire, est-ce que tu peux aller chercher de l'automatisation avec? C'est comme un Google, tu cherches pour l'app, donc Qualtrics, tac. Voilà, tu as une intégration. Alors, je sais pas si je vais le mettre. Je vais le mettre ici. Donc, en gros, tu cherches dans Google, tu vas chercher, comme tu as dit François, chaque outil qui va correspondre à ta chaîne de valeur. Donc, est-ce que c'est de la gestion de commande? Est-ce que c'est de mesurer la satisfaction client? Est-ce que c'est un service de livraison? OK? Donc, du coup, tu vas regarder quelles sont les différentes briques dont tu as besoin pour faire ton produit ou réaliser ta mission. Et ensuite, tu vas aller sur Zapier ou Integromat. Tu as le Google intégré, la barre de recherche dans Google et dans Integromat et dans Zapier. Et tu vas chercher le nom de la solution. Et s'ils l'ont, eh ben, c'est un match. Et donc, du coup, tu vas chercher une autre solution de la chaîne. S'ils l'ont, eh ben, c'est cool, tu vas pouvoir les mettre ensemble. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et comme ça, tu vas pouvoir créer ton process, ton workflow de A à Z, en fait. D'ailleurs, il y a de plus en plus de services qui le mettent en avant tout de suite sur leur landing page. On s'intègre avec X 1000 applications grâce à Zapier parce que comme tu dis, c'est un vrai critère différenciant. Si la solution que je choisis, elle est ouverte à Zapier, bah, ça veut dire que je peux faire potentiellement tout ce que je veux avec mes autres services et ça, c'est vraiment génial, quoi. Ouais, c'est vraiment, vraiment très, très puissant. Alors, rassurez-vous, la prise en main de Zapier, au départ, ça peut faire un peu peur parce qu'on ne comprend pas comment ça fonctionne trop, etc. On se dit, OK, c'est un workflow, ça prend des datas de là, ça y va là-dedans, etc. Mais forcez-vous à y passer au moins 2 jours. Vraiment. Vous y passez 2 jours, vous regardez des tutos, prenez le temps pour regarder des tutos, pour tester des trucs, vous, etc. Et garanti, en moins de 3 jours, vous allez pouvoir commencer à faire des trucs, mais vraiment, vraiment, qui vont vous faire gagner beaucoup, beaucoup de temps. Et je le recommande vraiment.
Ouais, non, c'est vraiment un très bon outil et c'est c'est un vrai vecteur de performance, hein. Je pense aussi c'est aussi pour ça qu'il y a les startups en fait elles arrivent à autant performer avec aussi peu de collaborateurs, c'est que justement elles ont toutes ces méthodes qui leur permettent d'aller vite et de gagner du temps sur les actions à faible valeur ajoutée, quoi. Et il y a un vrai enjeu pour que les entreprises s'emparent de ces sujets-là et améliorent leur performance grâce à ça, quoi. C'est vraiment, comme tu disais, ça peut faire peur au début, mais une fois qu'on a compris l'idée, on se rend assez vite compte de la puissance de l'outil et de ce qu'on peut en faire avec. C'est ça, forcez-vous. Voilà, Mm. il faut tenter, Il faut essayer, il il faut faut pas dépasser avoir cette peur barrière. il faut pas C'est avoir comme quand peur vous regardez un d'essayer. film qui vous plaît pas au début, bah, ça se trouve c'est un chef-d'œuvre, hein, il faut le regarder jusqu'à la fin. C'est ça. Ok. Breakthings, c'est un Max, grand alors truc. moi je suis timekeeper, il est déjà midi 4. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait à voir? Alors dis-moi. Bah écoute, moi, a priori, j'ai fait un petit peu le tour du sujet, de la question du jour. J'espère que ça a été suffisamment clair et complet. En tout cas, moi, s'il y a d'autres questions ou d'autres sujets à aborder, moi, je suis ouvert, il n'y a aucun souci. Alors toi tu es le CTO de Be My Desk. Est-ce que tu peux Ouais. nous parler un petit peu rapidement de Be My Desk? C'est l'instant Ouais. promo. Alors, Be My Desk, du coup, nous, on crée et on organise des parcours de formation sur mesure pour le développement des entreprises et leurs besoins de monter en compétences. Nous, ce qu'on cherche vraiment, c'est à, à bousculer un petit peu l'univers de la formation, à créer des nouveaux formats qui sont innovants et impactants. On a notamment notre format qu'on appelle workshop, qui est un format en ligne en co-développement. Et on cherche aussi à s'entourer des meilleurs experts qui sont vraiment des praticiens qui sont issus de grands postes de direction. Là, on vous a mis quatre de nos workshops du moment avec Marion Dussoulier, Max Hayter, Dimitri Carbonel, Christophe Chenu qui est l'ancien DG de Lacoste. Donc voilà, nous ce qu'on veut, en fait, c'est travailler avec les entreprises pour les aider à mettre au point des parcours de formation qui soient impactants, de qualité pour la montée en compétences de leurs équipes. Ah ouais, Et du t'as coup, vraiment sélectionné des formations RH, quoi. Là, on a développé les équipes projets apprenantes, gardé les meilleurs talents, les hauts potentiels, stratégie RSE et ouais, manager les stars, les talents et dans leurs égos dans l'entreprise. Et voilà, leurs ouais, égos ouais. dans l'entreprise. Ouais, c'est vraiment axé RH. C'est top, c'est génial. Voilà, c'est une petite sélection par rapport à l'audience de ton webinaire, mais on a aussi plein d'autres sujets, dont le no-code, bien sûr, Ouais. assuré par mes soins. Mais voilà. Et du coup, là, pour tous les spectateurs du webinaire, on serait heureux de travailler avec vous sur un parcours de formation et on vous offre d'ailleurs 15% de remise sur votre parcours. Donc, si vous avez assisté au webinaire d'aujourd'hui. Voilà. Allez, et comment ils peuvent te dire qu'ils ont assisté au webinaire? Ils te disent, Il me François, dit, j'ai assisté au webinaire. voilà, voilà, Ok. ça marche comme ça, tout simplement. Ok, c'est top, c'est génial. 15%, c'est beaucoup, hein? Ça fait plaisir. Bah écoute, c'est aussi, voilà, pour la communauté de Team Builder, voilà, on est. Bah, c'est cool, franchement, merci beaucoup. Merci moi aussi. Moi, j'en profite aussi l'instant promo. C'est pour ceux qui ne nous connaissent pas, Team Builder, c'est le Facebook et le Google Maps des entreprises. On est un outil de pilotage des ressources humaines, donc c'est un tableau de bord avec une cartographie interactive de l'entreprise qui est reliée à une app mobile mise à disposition des salariés et qui, elle, est le Facebook et le Google aussi de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va intégrer toutes les fonctionnalités d'un réseau social un petit peu classique avec des fonctionnalités un petit peu cool pour créer du lien entre les collègues et on intègre aussi des bilans de compétences, des analyses de personnalité et des pulses pour mesurer la perf et le bien-être des collaborateurs. Tout ça, c'est injecté dans le Google Maps de la boîte et les services RH peuvent avoir un overview en temps réel de toute l'entreprise pour prendre les meilleures décisions.
C'est ce qu'on appelle un outil de pilotage des ressources humaines. Alors que ce soit pour de la formation, du management, savoir où aller, quelle formation intéresse les gens, etc., etc. C'est vraiment quelque chose qui permet de faire grandir en fait ses collaborateurs, de favoriser l'employabilité et puis d'aller chercher encore une fois la performance, parce que l'idée même de la solution, c'est d'aller faire gagner des points de performance aux entreprises. Et comment on fait ça? En créant du lien entre les gens, en faisant en sorte que les gens ils soient contents de leur équipe, remonter les besoins en temps réel, et puis leur donner tous les outils pour se former, pour grandir dans la boîte, et puis être managé de la bonne manière. Voilà. Sans transition, l'actu des intervenants. Toi, je t'ai donné un call to action à me donner. Tu m'as dit, ouais, moi, le call to action, c'est ajoutez-moi sur LinkedIn. Ouais, donc, allez chercher François Voron sur LinkedIn. J'ai vu que en plus, tu publies pas mal sur LinkedIn. Ouais, très actif. Je poste régulièrement sur l'actualité du no-code. J'aime bien aussi poster pas mal d'astuces pour améliorer ces processus. Voilà, je garde un petit peu cette couleur un petit peu tech, un petit peu technique. Mais voilà, j'apporte pas mal d'infos et pas mal d'astuces qui peuvent être utiles au quotidien. Voilà. C'est génial, c'est génial. Pour ma part, les prochains webinars, ça sera les sujets suivants. Le Trimoji, une nouvelle façon de manager. Le Trimoji, mais qu'est-ce que c'est? En fait, TeamBuilder a inventé un concept qui s'appelle le Trimoji et vous pourrez découvrir ça lors de ce webinar qui sera prochainement. Alors, je pense que ce sera la semaine prochaine. Le référentiel des compétences, le prochain enjeu des entreprises, le matching professionnel, et je réinvite Malik Bedguerin, le psychologue des éditions au greffe, pour un webinar spécial sur les analyses de personnalité au service du management. Ils ont une solution qui permet d'identifier les types de management des dirigeants et hauts dirigeants pour ensuite leur donner des indications pour adapter leur management à leurs collaborateurs. Ça risque d'être super, super intéressant, donc n'hésitez pas à suivre cette actu. Ce webinar, je le rappelle, il est dispo en replay et bientôt sur la chaîne YouTube de TeamBuilder. C'est une toute petite chaîne. Je place les webinars dessus. Ça monte progressivement. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces webinars. Ça fait super plaisir, vraiment. Merci François pour avoir participé aujourd'hui. C'était pour moi très très clair. En plus, le question-réponse était top. On a eu des questions qui étaient là. Donc j'espère que ça vous a tous plu. Ce format est toujours disponible dans le même format. C'est un webinar tous les vendredis à 11h avec un intervenant, un expert sur un sujet, sur des sujets qui vous intéressent. Donc n'hésitez pas aussi à poser des questions et à décider le prochain thème du prochain webinar. Que ça soit en chat, il est encore actif là même après la fin du webinar, ou vous nous indiquez aussi directement sur la page Facebook ou la page LinkedIn de TeamBuilder. Vous nous envoyez les prochains thèmes des prochains webinaires que vous voulez et votre serviteur ira chercher les experts pour vous. Allez, on est pas mal là. Du coup, est-ce que tu as un petit mot pour la fin, François ? Écoutez, déjà, merci Aurélien pour ton invitation. Ça a été vraiment un plaisir d'échanger avec toi et avec ton audience sur ces sujets. Donc voilà, j'espère que ça aura permis de démystifier un petit peu le no-code et de vous avoir donné envie d'explorer un petit peu ces sujets-là. Et en tout cas, si jamais vous avez des questions là-dessus ou si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn. Je suis toujours prêt à répondre aux questions avec grand plaisir. Voilà. Super, top. Merci François. Je vous souhaite Merci à tous Aurélien. un bon appétit et un excellent week-end. Ciao. Au revoir.